Bonjour. Merci à ceux qui sont là ce matin. La particularité de ce webinaire, c'est que la très grande majorité des inscrits m'ont surtout demandé le replay pour des questions de vacances, congés, réunions, déplacements, etc. Donc, bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter en replay ce matin. On va parler de SEO et de surtout comment aller au-delà du SEO, c'est-à-dire quelles sont les limites qu'on observe chez nos prospects dans l'approche du SEO et quelles solutions on peut proposer pour aller plus loin et régler toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait du SEO. Donc, pour commencer, on va se présenter. Donc, Business Online, on est aujourd'hui un groupement international de 45 personnes. On a une activité à la fois de conseil et d'agence. Notre grande particularité, c'est qu'on est très basé sur de la data, plus que sur des remontées de feeling ou d'impression d'un marché ou de clientèle. On est vraiment basé sur de la data. On a une activité de dev sur des technologies WordPress, Symfony, Magento, développement sur mesure, du SEO, des contenus, Netlinking, Google Ads. On est deux associés, donc moi, Cyril Bladier, qui est plutôt un rôle externe, vente marketing, contenu, relations clients, et Gaël, qui co-anime avec moi ce matin, qui a plutôt un rôle interne de CTO, de pilotage des projets et des équipes de dev. On fait partie des 400 startups reconnues comme les plus innovantes par BPI France. J'ai mis ici le document de BPI France, on voit bien qu'on est ici. Voilà, donc on a une vraie reconnaissance d'une certaine manière institutionnelle sur les méthodologies qu'on a pu mettre en place. Comment est-ce qu'on fait du SEO en 2022? Donc, bien évidemment, on a un retour de la manière dont les entreprises font du SEO à travers nos clients, à travers les prospects qu'on peut rencontrer. Et puis, en préparant ce webinaire, je suis aussi allé feuilleter différents blogs leaders sur le sujet pour aller voir quelles étaient les recommandations qui étaient faites, où on peut lire qu'on recommande d'imaginer des mots-clés pertinents, de se poser des questions, de s'interroger, de lister des mots qui nous paraissent importants, de s'inspirer de vocabulaire que les clients utilisent, de faire du brainstorming, donc des approches très basées sur de l'interne, très basées sur des impressions, des ressentis, des idées des uns et des autres, mais rien de très concret, rien de très sûr derrière. C'est un diagnostic qu'on a déjà fait avec Gaël il y a une dizaine d'années, qu'on constate encore aujourd'hui, et on trouve que cette approche a beaucoup de limites. On parle aussi beaucoup de personas. Alors les personas, ça me fait sourire. Si on prend ces deux personnes, donc on a deux personas identiques. À gauche, le leader d'ACDC, à droite, le prince Charles. Ils sont tous les deux britanniques, ils ont un an d'écart, ils sont en 47 et 48, je crois. Ils sont tous les deux multimillionnaires, ils ont tous les deux enfants. Donc des personas, a priori, sur le papier, très identiques. Et pourtant, je doute qu'en termes de consommation, d'usage, de centre d'intérêt, ils soient très proches l'un d'autre. Et donc, pour moi, c'est un des bons exemples qui montre les limites qu'on peut avoir dans les personas qui sont très souvent basées sur des caractéristiques sociodémographiques. Et on va s'imaginer quels sont les besoins et intérêts de ces cibles. Et c'est un des éléments qui aussi va creuser un grand écart entre la manière dont on va appréhender son SEO et la réalité qu'on peut observer sur le terrain. Google aussi, il y a un blog qui est super intéressant, que je lis assez régulièrement, qui est Think with Google. Et chez Google aussi, ils disent que le problème des personas, c'est que très souvent, on est basé sur des données sociodémographiques et qu'on risque, notamment avec ça, de passer totalement à côté de sa plaque, à côté de la plaque par rapport à ses clients. Et j'aime beaucoup cet exemple disponible sur ce blog, où on voit que 40% des gens qui achètent des produits pour bébés habitent dans des foyers dans lesquels il n'y a pas d'enfants. Comment on fait du SEO dans 2022? Donc, en général, résumé de tout ça, c'est que l'approche du SEO est très auto-centrée sur les produits, sur l'interne. On a une démarche push. On va pousser du contenu, pousser des offres, en espérant que Google les référence, en espérant qu'il y ait une viralité qui se produit sur les réseaux sociaux. Et on rentre vraiment dans ce qu'on appelle du hope marketing, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose en espérant que cela produise des résultats. Le conséquence de tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui assez peu de pages qui sont référencées, c'est-à-dire quand on regarde toutes les pages de contenu produites et l'efficacité derrière, donc les pages effectivement référencées, sur une étude de Href il y a quelques mois, qui est un crawler du web,
ils ont diagnostiqué que sur 2 millions de pages, simplement moins de 6% avaient été référencés sur Google, ne serait-ce que sur un mot-clé en 12 mois. Et comme 2 millions de pages, ce n'était pas suffisant, ils ont fait une deuxième étude sur 1 milliard de pages. Et là, on retrouve des chiffres du même acabit, c'est-à-dire que 91% de ces pages ont zéro trafic qui vient de Google et 5% ont moins de 10 visiteurs par mois. L'autre conséquence de tout ça, et c'est un sujet qui est très peu discuté en France, il y a très peu de littérature sur le sujet, c'est la dépendance au trafic de marque. Donc avec Gaël, en amont de cette session, comme on avait les profils de tout le monde, on est allé regarder chacun des sites de chacune de vos entreprises pour aller voir quelle était la part de trafic liée à la marque sur les différents sites des inscrits à la session de ce matin. Donc, il y a un site qui a 0% de trafic brandé, un site qui a 5%, mais la moyenne, c'est quand même de 60%, donc une assez forte dépendance au trafic de marque. 70% de vos sites ont plus de 50% de trafic de marque, un tiers plus de 80% et 13% quasi, enfin 89%. Donc, voilà, une dépendance très, très forte au trafic de marque. Le gros avantage du trafic de marque, c'est que c'est une reconnaissance de la puissance de la marque. Et c'est vrai que c'est extrêmement puissant quand votre marque est suffisamment forte, que vous soyez en B2B ou en B2C, pour que le consommateur ou les acheteurs aillent directement chercher les produits de votre marque. C'est vraiment une reconnaissance d'une marque reconnue, établie, présente sur son marché, présente à l'esprit des gens, qu'on appelle très souvent en marketing, notamment grande conso, top of mind. Donc ça, c'est vrai que c'est un atout qui est extrêmement fort aujourd'hui. Le problème, et c'est cette tendance de fond qu'on observe et qui, d'après ce qu'on constate, est assez, comme j'ai dit tout à l'heure, assez peu présente en France. Il y a très peu de blogs qui parlent du sujet, très peu d'articles sur le sujet. C'est the chaotic growth of unbranded search. C'est-à-dire que d'un côté, on a des sites de marque qui vont être extrêmement dépendants du trafic lié à la marque, aux produits, au nom des produits. Et ça, avec Gaël, on a pu l'observer depuis 10 ans dans l'automobile, dans la banque, dans l'assurance, dans la finance, en B2B, en B2C. Il y a une très, très grosse dépendance, un très gros attachement des équipes marketing et digitales à la marque, alors que de leur côté, les internautes et ceux qu'on sent en B2B ou en B2C ont de plus en plus une approche de leur recherche digitale qui sont totalement indépendantes de la marque. Et donc, dans cette étude qui est extrêmement récente, qui est vraiment très complète, puisqu'elle est basée sur des données qui viennent de Google, Ipsos, Avast, Nielsen, donc voilà, des sociétés extrêmement reconnues, que ce soit en digital comme Google ou sur le côté communication comme Avast ou études de marché comme Ipsos et Nielsen. Les tendances sont extrêmement fortes, puisqu'en croissance annuelle sur les 3 dernières années, on a eu plus 31%, plus 56%, plus 113%. Donc, non seulement c'est une croissance qui est extrêmement forte, mais une croissance qui s'accélère. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, comme le retail, plus 200%, les restaurations, plus 300%. On a des secteurs, on a plus de 90% aujourd'hui de la recherche des internautes qui est un brand agnostique, donc totalement sans aucune présence de marque. Alors, bien évidemment, il y a des différences entre les marques globales et les PME. Donc, sur le marché des grandes marques, on est à 60% de recherche qui est non liée à une marque. Pour le marché des PME, on monte à plus de 80%. Et bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui est un taux qui va énormément changer en fonction des différentes industries. Les effets collatéraux de tout ça, c'est que, bien évidemment, comme tout est lié à la marque et donc tout très auto-centré, les décideurs ne trouvent relativement peu leur compte quand ils vont chercher de l'information sur le web. Ça, c'est une étude qui est une étude de LinkedIn, où plus de 70% des décideurs disent que les contenus qu'ils trouvent sont en général peu pertinents et ne répondent pas du tout à leurs attentes. Autre effet, étude de l'AMA, qui est l'American Marketing Association, le déclin du contenu pertinent B2B.
où ça spécifiquement sur le B2B, les responsables digitaux constatent que leur contenu B2B n'a absolument pas de résultat, ce qui confirme le fait que voilà, quand on est autocentré, qu'on ne parle que de ça, pas des problématiques de ses clients, on va avoir du mal à les intéresser derrière. Et l'autre étude de Fones, qui est une agence britannique, 75% des stratégies digitales et des campagnes marketing sous-performent. Autre conséquence du trafic de marque, ça c'est une étude très récente qu'on a faite pour une marque de luxe mode accessoires. Le trafic sac à main sur leur site est uniquement lié à leur marque. Donc ils visent avec ça un marché de 5000 demandes mensuelles, sur lesquelles ils font 3700 visites, dont 74%. Le problème, c'est que le marché du sac à main, c'est 1 700 000 demandes par mois, et que là, ils ont moins de 5 à 10 visites. Donc, en fait, à être trop dépendant du trafic de sa marque, on passe totalement à côté de son marché. Ça, c'est le côté négatif. Mais on peut aussi dire, côté positif, que plus on a un trafic qui est dépendant à sa marque, plus on a un levier de croissance qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette marque va chercher le champ sémantique autour du sac à main sans être lié à une marque, on arrive à 1 700 000 demandes par mois. Et donc, ne serait-ce que s'ils captent 10% de cette demande, ils ont le trafic de leur site et donc le business lié au digital qui va complètement exploser. C'est aussi dans le premier reproche, toujours dans l'étude de Fournes, que les directeurs généraux font aux directions marketing, c'est un trop grand focus sur la marque, ses valeurs et son capital. Donc, le résumé des enjeux qu'on a pu observer, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après le démarrage, le constat basé sur à la fois nos prospects, la littérature, tous les blogs qu'on peut lire, les webinaires qu'on suit régulièrement pour se tenir informé dans notre veille concurrentielle, parce que fait le marché, comment il évolue, etc. Une assez grande difficulté à comprendre les attentes réelles et les intentions des cibles. De quoi les prospects ont besoin, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont les questions qui se posent, comment être sûr d'être sur les bons sujets. Et en fait, comme tout ce travail est fait, mais il est vraiment fait basé sur l'interne avec des brainstorming dans lesquels il y a le marketing, des commerciaux, le service technique, l'agence, etc. Mais il n'y a pas tellement la présence voice of customer et on fait des estimations sur ce que les clients pourraient penser et les mots-clés qu'il faudrait aller chercher. Et donc, la réflexion qu'on a eue avec Gaël il y a une dizaine d'années, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille ensemble sur ce sujet, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement et d'aider nos contacts DG, directeur marketing, directeur digital, à faire du SEO en étant beaucoup plus sûr d'être proche des problématiques de ses clients, d'arrêter de faire des suppositions sur ce qui pourrait intéresser les clients, d'être vraiment centré sur leurs points de douleur, sur leurs centres d'intérêt, sur leurs vraies préoccupations. Et donc d'avoir un trafic digital, une présence digitale qui va être beaucoup moins dépendante de la marque et vraiment reposer sur les besoins de ses clients. Et du coup, faire des personas qui vont non plus reposer sur des caractéristiques sociodémographiques, mais des personas qui vont être basés sur des besoins clients. Et donc, on a développer une stratégie digitale qui va avoir une centricité client beaucoup plus développée. Et donc, on a mis en place une méthodologie, donc surtout Guelph, c'est lui le technicien entre nous deux, d'avoir une approche du digital qui est non plus push, on va pousser ses contenus, pousser ses offres, mais pull, donc vraiment tiré par la demande. Nous, quand on est avec nos prospects et nos clients, bien évidemment, on prend en compte leurs produits, leurs besoins, leurs envies, etc. Mais on va surtout aller regarder du côté du marché comment ça se passe et leur remonter des données extrêmement précises sur les attentes du marché et ça va permettre de corriger les écarts entre la perception que les équipes marketing auront des attentes du marché et les attentes réelles. Donc, comment on fait dans cette méthodologie? Bien évidemment, on a un brief client au départ, notre problématique, nos enjeux, nos objectifs, nos besoins, etc. On récupère, en ayant accès au back-office, les données Google Analytics, Google Source Console et la concurrence. Ensuite, on va développer notre méthodologie interne d'analyse de la demande, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents crawlers qu'on va combiner entre eux, qu'on va triturer au maximum pour se rapprocher le plus possible d'une connaissance la plus précise et la plus exhaustive de la demande, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de capter le maximum de search Google sur la thématique de nos clients.
Donc, une fois qu'on a récolté ces données, bien évidemment, on va nettoyer pour que ce soit propre, clean. Quand on est en B2B, bah, se rapprocher uniquement des demandes qui sont B2B. Quand on est en B2C, se rapprocher de ce qui est bien évidemment, ce qui ressemble à des requêtes B2C. Segmenter et donc avoir une segmentation basée sur des attentes clients, sur des besoins du marché et bien évidemment faire une analyse et des recommandations derrière. On va faire donc les recommandations qu'on va faire, elles vont être par segment ou par mot-clé. Donc, on peut réfléchir au niveau segment de marché ou descendre jusqu'au niveau mot-clé en fonction de la demande, c'est-à-dire quel est le niveau de demande présent sur le marché, en termes de difficulté à se positionner en première page, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va se positionner. Est-ce que par rapport aux mots-clés ciblés, on a une chance, une probabilité sérieuse ou pas d'être en première page? Ça ne sert à rien de faire dépenser du budget à nos clients si on sait que compte tenu de la concurrence, on n'aura aucune possibilité d'être en première page. Donc, on va prendre dans ces cas-là des stratégies alternatives et se positionner sur des thématiques peut-être un peu plus secondaires en termes de volume, mais sur lesquelles au moins on aura une chance de positionner. Ça ne sert à rien de partir dans une stratégie dont on sait qu'elle ne donnera pas de résultats. Et on fait donc des recommandations d'investissement qui sont extrêmement précises, puisqu'on va recommander à nos clients d'investir là où on pense, où on est quasiment certain d'avoir des résultats. Plutôt que de produire du contenu et de créer des liens en espérant en avoir, on va vraiment cibler très précisément les thématiques et les niches de marché sur lesquelles on pense qu'on pourra avoir un résultat. Donc, quelques exemples de résultats récents qu'on a pu avoir, c'est vraiment des cas des dernières semaines. Dans la Silver Economy, on avait un site qui était référencé en septembre dernier sur 5000 mots-clés, dont 500 en première page. On a produit énormément de contenu pour eux. On a produit l'année dernière, je crois, quasiment 8 millions de signes en termes de quantité de contenu. Positionné aujourd'hui, au mois de mai, sur 9000 mots-clés, dont 600 en première page. Et entre mai et juin, on a vraiment, quand on commence à vraiment récolter les fruits de la démarche, le site a multiplié par 3 le nombre de mots-clés sur lesquels on est référencé. Quasiment par 3 aussi le nombre de mots-clés en première page, avec un trafic qui a quasiment doublé entre le mois d'avril et le mois de juin. Dans le secteur de la finance, on a un site qui a été référencé de 130 mots-clés à plus de 900 mots-clés en 6 semaines. Dans le secteur de loisirs culture, un site, ce particulier, c'était nouveau site, nouveau domaine, référencé en 6 mois sur 3600 mots-clés, 250 en première page et 60 000 visiteurs mensuels. Ça, c'est des données purement chiffrées d'augmentation de trafic, d'augmentation du nombre de mots-clés sur lesquels on est référencé. Mais l'intérêt de la démarche, c'est qu'on peut aussi récupérer beaucoup d'insights, pas directement le trafic du site. Par exemple, dans le secteur du BTP, on a pu détecter un nouveau segment de marché qui n'était pas du tout exploité et qui est un nouveau business model pour le groupe. C'était un groupe qui faisait uniquement de la vente et de l'occasion, mais on leur a montré que le marché de la location était extrêmement important. C'était quelque chose, le DG nous a dit, oui, on sent que c'est important, mais on n'est pas très, très sûr. On a pu lui confirmer et il y a un groupe de travail qui a été développé pour déployer ce nouveau business model. On a travaillé pour un fonds d'investissement. On a analysé une de leurs startups qui était dans le développement de mobilier de bureau et on leur a montré que le produit le plus demandé sur le marché était totalement absent de la gamme de l'entreprise. Dans un cadre de stratégie internationale, on a eu le cas il y a quelques mois. La directrice e-commerce ne savait pas si elle devait déployer une stratégie par produit ou une stratégie par pays. Et donc, on a pu lui faire un benchmark sur 15 pays européens avec la situation de marché. Et ensuite, elle a pu définir très précisément sa stratégie. Pour une librairie en ligne, qui donc en concurrence frontale avec Amazon, on a pu lui détecter des trous dans la raquette chez Amazon et comment réussir à avoir un trafic qui se développe en étant en concurrence d'Amazon et quels étaient en fait par rapport à tous les ouvrages qu'elle vendait, ceux qui étaient le moins présents, le moins visibles chez Amazon et sur lesquels elle pouvait espérer se positionner, même en ayant Amazon en face. Ça, c'était un cas pour EDF qui nous a dit, nous, on doit sortir EDF Innovation. Vous connaissez les pressions gouvernementales qu'on a du gouvernement français et de l'Europe sur le fait que
EDF doit plus, voilà, on est très, très limité dans ce qu'on peut faire, on a beaucoup de contraintes et donc EDF, on va chercher aujourd'hui à se développer et lancer de nouveaux produits, de nouvelles offres. On a identifié 4 startups, on sait très bien, on a une idée de celles qu'on pourrait racheter d'un point de vue économique, scalabilité business. Maintenant, en digital, on n'y connaît absolument rien. Et il faudrait que vous fassiez un audit des différentes startups qu'on a ciblées sans les contacter pour pas qu'elles sachent aujourd'hui qu'elles sont dans le giron possible d'EDF et que vous nous disiez laquelle aura la meilleure scalabilité web. Et on a fait une recommandation et la startup en question, si vous avez suivi, c'est EasyPay by EDF qui a été lancée il y a quelques mois, qui était la recommandation d'investissement qu'on a faite à EDF il y a quelques mois. Plus récemment, pour un autre fonds d'investissement, on a travaillé sur un go-no-go, c'est-à-dire sur une startup dans laquelle ils prévoyaient d'investir. Pareil, c'est un fonds d'investissement, ils connaissaient très bien le business model, le côté économique, etc. Mais le côté digital, comme c'était une startup très, très dépendante du digital, ils avaient du mal à se faire une idée de l'entreprise. Donc, on a pu faire un audit très précis, très détaillé de la scalabilité de l'entreprise, de l'effet de levier qu'il pouvait avoir, des risques, des enjeux sur la stabilité du back-office, etc. Et donc, on a pu travailler dans d'autres cas sur comment aller se positionner sur un segment de marché sur lequel l'entreprise ne touche absolument pas aujourd'hui, comment entrer se positionner sur un nouveau marché. Donc, on n'est pas seulement sur des insights qui vont permettre d'augmenter le trafic du site, d'augmenter la conversion, d'être plus référencé sur plus de mots-clés. On est aussi sur des insights extrêmement intéressants en termes d'approche du marché, en termes de segmentation, en termes de nouveaux produits, nouveaux services, business model, puisque en fait, quand on va capter le search Google, on a vraiment une idée très, très précise de ce que les gens veulent et cherchent, et ceux qu'on sent en B2B ou en B2C. Et en fait, nous, la donnée, elle est nettoyée, mais elle n'est pas retravaillée, c'est-à-dire qu'on ne va pas retraiter comme les instituts de sondage qui vont retraiter les données et les corriger. Nous, c'est vraiment la donnée brute qu'on va chercher, le search très précis de ce que les gens vont taper dans Google. Et donc, on va avoir pour nos clients des informations beaucoup plus précises que les remontées terrain que feront les commerciaux ou le service technique qui vont dépendre de quelques clients. Là, on part sur très souvent, enfin en ordre de grandeur, on va partir sur les cas récents. On est monté jusqu'à 900 000 ou 1 million de requêtes qu'on est allé chercher, qu'on a analysées. Et vous imaginez bien que quand sur un marché, on va chercher 1 million de requêtes différentes d'internautes, on a une connaissance extrêmement précise de la demande et des attentes clients, des besoins, des enjeux beaucoup plus précis ou très complémentaires d'un brainstorming qu'on fera en interne où chacun va partager ses avis. J'ai passé la main à Gaël qui va maintenant montrer comment ça peut se passer d'un point de vue plus concret. Et donc, Gaël, je te mets co-hôte. Et en fait, voilà, parce que alors au départ, quand on a commencé à faire ça, on travaillait beaucoup sur Excel, c'était un petit peu statique. Maintenant, on s'est mis sur Power BI et donc on a quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus interactif, qui permet de jongler avec beaucoup de variables et d'avoir une idée extrêmement précise en temps réel de ce qu'on peut faire et l'état du marché. Gaël, vas-y. Bonjour à tous et à toutes, Guy Canal, donc, et je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire en fait dans le cadre d'une étude de marché, donc pour une entreprise qui cherchait à changer de marché, se positionner sur le segment, le marché de la pompe à chaleur. Alors, je vais partager mon écran, partager l'écran, oui. Et je me mets sur ici. Voilà. Donc, le résultat de cette analyse initiale, c'est ici montré de manière relativement simple. Nous sommes partis de toutes les requêtes autour de la pompe à chaleur, mais hors les termes des concurrents. Donc, il a fallu qu'on analyse tous les concurrents. Il y a plus de 850 entreprises en France qui vendent de la pompe à chaleur. Donc, on a nettoyé la data qu'on avait récupérée sur différents outils. Au total, il y avait plus de 400 000 mots-clés qu'on a pu identifier autour de la pompe à chaleur. Donc, on a enlevé de ces 400 000 mots-clés tous les mots-clés qui étaient autour des concurrents. On a nettoyé tous les mots-clés qui n'étaient pas du tout pertinents.
L'idée ici étant plutôt de se recentrer sur le remplacement ou l'installation de nouvelles pompes à chaleur et la maintenance, mais pas toutes les informations au périphérique. Et de là, on les a catégorisés en utilisant des outils statistiques qui permettaient d'identifier le nombre de citations, en fait, de mots-clés spécifiques dans les mots-clés et à partir de là, créer des catégories. Donc, on est pas, il y a une catégorie plus fourre-tout qui était toujours pertinente, mais qui n'était pas vraiment ni chaudière à gaz, ni chaudière à fuel, ni pompe à chaleur RO, chaudière classique ou remplacer un chauffage, pompe à chaleur RR, climatiseur, RO, etc. L'objectif de l'exercice, c'est de littéralement de définir quels sont les centres d'intérêt les plus importants, quels sont les volumes. Là, ici, sur ce groupe-là, on a 1600 mots-clés, 41 000 demandes par mois, avec une difficulté moyenne qui est la capacité en fait de se positionner sur les mots-clés en général, quitte à analyser par les outils qu'on utilise, d'une part, puis on a nos propres analyses aussi, en fonction à la fois de la qualité du contenu et des liens entrants qui pointent vers les pages qui sont positionnées sur Google. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas du tout avec le référencement, mais en très, très grande ligne, référencement, il y a trois grandes parties. La première, c'est la capacité technique du site à être référençable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit rapide, qu'il faut qu'il ait qu'il est, il est en termes de performance, l'interaction, etc. Il faut que ça sur mobile, ce soit moins de 3 secondes et que le site soit fixe. Ensuite, il y a l'autorité du site et l'autorité vient du fameux algorithme de Google, le PageRank. Donc, c'est les nombres de liens qui pointent vers un site et la qualité des sites originaires ou des pages originaires qui pointent vers le site en question. Et il y a le troisième élément important, c'est la qualité de la page, du contenu elle-même. Sur Google, on ne positionne pas un site, on positionne des pages. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de pages qui soient autoritaires permet aussi globalement d'être lui-même perçu comme autoritaire et le contenu autoritaire par Google et de monter. Mais c'est principalement une page avec un mot-clé ou un groupe de mots-clés qui sont sémantiquement proches. Donc, à partir de cette analyse-là, la difficulté va permettre pour chaque mot-clé d'analyser les recherches concurrentielles sur ce mot-clé spécifique et d'analyser chacune des pages de ces résultats et de voir le nombre de mots-clés qui pointent vers le domaine, vers la page en question, la qualité, définir une difficulté. Donc, on est sur un nouveau secteur. Le client en question peut partir où il veut. Il peut aller en remplacement chaudière gaz ou chaudière full par une pompe à chaleur. L'interaction avec Power BI permet de sélectionner ici exactement comme on le souhaite, en fait, et la liste des mots-clés avec le volume et les difficultés moyennes. Pareil, ici, tout ce qui est remplacement chaudière par full, etc. Pompe à eau, pareil, le marché de la pompe à chaleur, comment installer une pompe à chaleur RO. Donc, à chaque fois, on a une identification des volumes globaux de chacun de ces mots-clés et la possibilité de segmenter. Donc, on peut, par exemple, sélectionner uniquement les mots-clés qui vont être ici. Je vais prendre, par exemple, hop, on va prendre, par exemple, je ne sais pas, avis installateur, ce n'est pas très intéressant. Bon, on va aller sur fonctionnement, par exemple. Là, à nouveau, dans les segments, on n'a plus que les mots-clés qui s'occupent uniquement comment installer, comment fonctionner, la partie schéma de fonctionnement. Donc, on peut avoir une analyse qui est assez fine. Mais ce n'est pas juste là, en fait. À partir de cette analyse, on peut également, toujours de façon interactive avec les catégories qu'on va pouvoir utiliser ici, qui vont être, par exemple, chaudière, on va prendre consommation. On va avoir la taille des marchés spécifiques avec la possibilité d'aller plus loin, donc les grands volumes qui vont être exprimés toujours avec les mots-clés qui sont disponibles, mais en termes de segmentation, de différencier, par exemple, sur pompe à chaleur, climatiseur, parc géothermique. Et une fois qu'on a ces informations-là, de récupérer de la même façon
les informations similaires positionnées par région. Donc, on a aujourd'hui, toujours avec ces mêmes mots-clés, donc c'est la même base, les mêmes catégories, on peut exprimer et mapper sur une carte de France les endroits où la demande est spécifique à Brest, par exemple, avec le volume pour chacune des régions. Donc, on voit qu'à Brest, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y en a un peu plus à Marseille, il va y en avoir plus à Pessac. Donc, on peut avoir si on veut commencer à mettre en place une distribution, un réseau de distribution, avoir des indications sur où se positionner. Et donc commencer à créer une stratégie qui devient intéressante. Mais là où ça, de ce qu'on a vu, va beaucoup plus loin que l'analyse segmentation, la segmentation d'un marché et le positionnement, c'est qu'une fois qu'on a ces informations-là, on peut commencer à définir les types de difficultés qu'on veut sélectionner. Donc, on va prendre que des mots-clés qui vont être relativement faciles en termes de ciblage. Et donc, continuer à voir quels sont les marchés qui sont les plus intéressants. On voit par exemple aujourd'hui que le segment de la piscine, avec une difficulté qui est relativement faible, est clairement un segment qui est intéressant avec, au total, sur la piscine, on est à 3720 demandes par mois, une difficulté qui est très faible. Donc, on est capable assez facilement de positionner des sites autour de pompes à chaleur, piscine, avec la demande, par exemple, 2400 par mois pour uniquement de pompes à chaleur piscine, avec une demande qui va être directement utilisée sur tout ce qui est piscine et information. Quand on continue la segmentation, une fois on est rentré dans cette analyse, on peut aller plus loin. C'est-à-dire on va pouvoir récupérer pour chacun des segments qui nous intéressent. Donc, en fait, en ciblant uniquement ces segments spécifiques, on va être capable de trouver à la fois ce qu'on appelle le citation flow et le trust flow. Le citation flow, c'est le nombre de liens qui pointent vers une page, et le trust flow, c'est la qualité de ces liens. Donc, encore une fois, des informations qui viennent d'outils extérieurs, mais qu'on peut récupérer, qui vont permettre d'analyser le trust flow et le nombre de liens qui vont être sur chacun de ces marchés, avec le nombre de liens minimum à construire sur un site qui va être autour de la piscine. Donc là, on voit qu'on peut se positionner en première page de Google sur piscine avec un lien minimum. Et le lien minimum est calculé avec le contenu minimum nécessaire pour la qualité et la longueur et le nombre de pages nécessaires pour positionner un site en première page de Google sur des mots-clés autour de pompage de la piscine, parce qu'on a récupéré en fait cette information, on a analysé les résultats de la première page, et sur les résultats de la première page, il y a un site qui a aujourd'hui 236 liens entrants, donc relativement peu de liens entrants, et qui a la possibilité d'avoir donc un nombre de liens faible et un nombre de pages qui reste raisonnable pour le client. Si on continue de la même façon, en fait, je vais un peu rapidement parce que je ne veux pas rentrer trop dans le détail et faire les choses trop compliquées pour vous. Mais si dans le même secteur, en fait, on est toujours sur la même chose. Là, on a le lien minimum que j'ai mentionné précédemment et le nombre de pages minimum. Donc, on va créer un site qui va faire 600 pages. On a la possibilité de voir que dans ce segment-là, on a sur, par exemple, Aide, Aide Pack, on peut positionner autour de Aide, autour de la pompe à chaleur, un site qui va avoir un nombre de pages minimum de 247 et un nombre de liens 70. Donc, avec une centaine de liens de qualité et, disons, 300 pages, on est capable aujourd'hui de positionner sur ce segment pompe à chaleur, sachant que dans les aides, sachant qu'il y a aujourd'hui un volume de 100 000 demandes par mois. Donc, en partant de zéro, en n'ayant aucune information sur le secteur de la pompe à chaleur, après avoir nettoyé et regroupé tous ces différents mots-clés, analyser les résultats sur Google, récupérer toutes les données de toutes les pages qui sont dans les 10 premières positions de Google,
analyser chacun des concurrents, intégrer le nombre de liens qu'ils ont pour chacune de ces pages au niveau du domaine et directement entrer le résultat dans Google, dans Power BI, on est capable de définir en fait des segments spécifiques sur lesquels le client en question va pouvoir créer des groupes de pages, donc des groupes de pages autour de l'aide. Groupe de pages de fonctionnement, c'est le même principe. Là, il y a 800 pages de fonctionnement et 78 en backlink. Donc, pour faire un site qui tienne la route, aujourd'hui, ce qu'on a proposé à notre client, c'est de se positionner autour de aide pack, fonctionnement et remplacer chaudière à gaz. Donc, avoir un site qui va être chaudière à gaz, chaudière à fuel, et avec un site de 700 pages, donc, et un nombre de liens de 160 liens entrants vers le site. On devrait être capable de positionner ce site sur l'ensemble de ces segments. Alors qu'au départ, comme tu le disais tout à l'heure, Gaël, c'est un nouveau marché pour eux. C'est-à-dire que c'est Ouais, une PME, une grosse PME qui aujourd'hui est présente sur un marché qui va tourner autour de l'aménagement du domicile, mais pas du tout sur le marché de l'énergie. Et il se développe sur ce marché parce qu'il y a une similitude de business model, c'est-à-dire ça reste du B2C marketing direct avec une mécanique qui est assez proche entre les deux, avec aussi deux business qui sont relativement liés à des aides possibles du gouvernement. Donc, il y a une grande similitude de business model, mais pas du tout de métier, parce que c'est pas du tout l'énergie, ce n'est pas du tout leur savoir-faire. Ça fait 30 ans qu'ils existent, ils n'ont pas du tout d'être présents là-dessus. Et en fait, quand ils nous ont parlé d'aller partir sur l'énergie, ils n'y connaissaient absolument rien. Ils ne savaient pas du tout dans quelle direction partir. Et plutôt que de dire, bah, on va faire du contenu sur les pompes à chaleur, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça, je pense qu'il faudrait ça. Et puis, j'ai vu un client qui m'a dit que, bah, là, aujourd'hui, en quelques semaines, on a pu, enfin, surtout Gaël, avec ses équipes, a pu sortir cette étude extrêmement complète. Et donc, avec un client qui sait maintenant précisément dans quelle direction il doit partir, comment il doit rentrer sur le marché, où est-ce qu'il doit investir, combien de liens il faut créer, combien d'articles il faut créer. Et donc, on optimise complètement le budget et on réduit la marge d'erreur en allant se positionner sur des segments de marché sur lesquels on a pu vérifier qu'il y avait de la demande, un volume suffisamment intéressant pour eux et un niveau de concurrence. Donc, la concurrence, c'est la facilité slash difficulté à se positionner en première page qui reste maîtrisée et atteignable. Et donc, voilà, c'est en quelques semaines, on a une réduction du risque et une optimisation du budget derrière qui est absolument énorme, y compris sur un marché qui est totalement nouveau pour l'entreprise. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est un marché qui est nouveau pour nous. Donc, on est parti initialement avec zéro connaissance, comme le client, des mots-clés, de la segmentation, etc. Donc, la puissance de l'analyse de la demande, donc de partir de la demande effective des internautes telle qu'elle est exprimée quand ils tapent dans Google et qu'ils sortent les informations que Google donc, donne les pages en référencement naturel, cette analyse permet de se mettre non pas dans la position d'une équipe marketing qui va s'asseoir et faire du brainstorming, comme disait Cyril tout à l'heure, et sortir des idées, mais dans la position inverse de qu'est-ce que les gens cherchent sur Internet, quelles sont les informations qu'ils tapent dans Google avec des intentions différentes. Ça peut être une intention informationnelle, ça peut être une intention commerciale, ça peut être une intention de recherche sur un nom particulier. Il y a plusieurs intentions, donc on peut qualifier les intentions dans le contexte qui est celui qui est important pour l'entreprise. Donc là, c'est un contexte plus commercial et informationnel. Pourquoi informationnel? Parce qu'une personne qui s'informe sur le pompe à chaleur, il y a un potentiel commercial derrière si la page est bien construite et les call to action, etc. Donc, on est parti de cette analyse à partir d'une page blanche. Et aujourd'hui, on est capable de leur dire, comme vient de le mentionner Cyril, qu'avec un budget qui est maîtrisé, parce qu'on connaît le prix d'achat des liens, on connaît le prix d'achat du contenu, on a les rédacteurs qui font que le contenu va être à la fois intelligible par Google, donc spécialisé, optimisé pour Google, pour qu'il soit positionné le mieux possible sur la première page, et aussi également pour que l'internaute puisse comprendre ce dont on parle et avoir quelque chose qui tienne la route à son niveau. On est capable de dire, voilà, on a un budget de X, et que ce budget de X, on va toucher 35 000 personnes avec une difficulté moyenne de 22. Donc, il va falloir créer des liens entrants de qualité pour arriver à cibler donc ce marché. Et le nombre de liens dont on va avoir besoin minimum, c'est 160. Alors,
160, ça ne permettra pas de toucher, par exemple, tous les mots-clés de ces segments. Donc, on va en général augmenter, on va passer à 300 ou 400 liens entrants de qualité. Et le nombre de pages maximum, par contre, qui est nécessaire est de 700. Donc, on va essayer de passer peut-être à 800 pages de contenu pertinent, optimisé pour le référencement, en silo, donc optimisé pour que Google comprenne que la personne, enfin le site est un site expert en la matière, et donner une chance réelle à notre client de se positionner à partir de rien, à partir de zéro, et de se battre de manière efficace contre quelle énergie, EDF, Easy by EDF, etc., etc., qui sont eux présents sur le marché depuis plusieurs années et qui phagocytent en fait les résultats de Google. Donc, on a, par cette analyse, identifié les segments qui leur permettent d'entrer à un marché hyper concurrentiel avec une chance importante de réussir, peut-être pas sur tous les mots-clés qu'on va cibler, mais sur la majorité des mots-clés qu'on ciblera, avec pour conséquence permettre commercialement de réaliser des ventes et d'atteindre leurs objectifs. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair. Alors, l'analyse, elle va plus loin parce qu'on peut aussi partir sur les mots-clés. Là, on voit directement avec les concurrents. Donc, on a, pareil, Citation Flow et Trust Flow, avec évidemment Amazon qui est très haut. Mais on a ici toute cette partie-là, en fait, c'est les concurrents dont je parlais, qui sont les concurrents, qui sont ceux qu'on va essayer de déplacer, avec pour chaque concurrent la liste le domaine, donc les informations sur les URL qui sont positionnées, le nombre moyen de pages, médian des mots-clés. Et pareil, on va continuer plus loin, on va pouvoir faire la même chose sur les pages indexées. Donc, on a récupéré l'information aussi du nombre de pages de chacun de ces sites. C'est à partir de là qu'on est capable d'analyser le nombre minimum de pages. Et on voit par exemple ce client-là, climation réversible, il a une URL qui est positionnée sur le segment de la PAC réversible. Info énergie renouvelable, c'est remplacé, je veux dire, par gage et héros. Donc, ce sont des informations super importantes parce qu'on a ce site-là positionné avec 500 pages donc, et 180 domaines, enfin 430 pages et 155 domaines. Donc, c'est ça qui nous permet en fait de dire, ouais, on va pouvoir toucher tous ces mots-clés parce qu'on a ces informations-là et on sait qu'aujourd'hui, Google a qualité de contenu supérieure, donc il faut qu'on analyse le contenu aussi derrière de ces pages et qu'on fasse un contenu de meilleure qualité, mais à qualité de contenu légèrement supérieure et un nombre de liens égal, mais également de meilleure qualité, on est capable de remplacer sur la première page de Google informationrenouvelable.fr par le site de notre client. Alors, j'ai d'autres informations, c'est pareil, là, c'est par les URL directement, donc on va par URL, par page. On est capable de faire ensuite, sur chacun des segments, dans le ZPack, on a les concurrents directs, avec la possibilité de se positionner, le volume autour d'elle de 4400, sur le segment, on a 102 000 au total. Et le all-in title, c'est le nombre de mentions en fait de headpack dans les titles des sites web. Donc, il donne une information sur la concurrence en fait. Et relativement bizarrement, il y a peu de sites, il y a 96 sites, c'est rien par rapport, il y a des milliards de sites dans le monde, donc 96 sites qui mentionnent headpack dans le titre, fait que c'est un mot-clé qui est une catégorie qui est vraiment facile à se positionner avec 247 liens donc, et 360 au total, et avec un nombre de pages qui est relativement faible. Donc c'est pareil, et là on a la même information sur le nombre de pages indexées et le nombre de domaines référents. Donc on continue l'analyse. On peut aller dans le détail. Bon, ça, c'est une analyse qu'on a fait tout de même. Donc, on peut, en fonction des besoins du client, aller plus loin, isoler un concurrent direct, voir les pages sur lesquelles ils sont positionnés, voir si on peut déplacer complètement ou pas ce concurrent et comment. C'est surtout, en fait, c'est dans le référencement, c'est réduire le côté incertain du référencement. Beaucoup de gens qui sont dans le référencement, qui disent référenceurs, vont balancer du contenu sur Internet en disant on va faire du contenu, on a des personas, comme disait Cyril tout à l'heure. Le persona, ça va être une femme de 35 ans, dynamique.
Ouais, mais non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est quels sont les mots-clés que les gens tapent, pour quelles raisons? Est-ce que c'est informationnel, commercial? Est-ce que c'est des mots-clés qui cherchent un nom, etc., etc. Et à partir de là, est-ce que c'est des mots-clés sur lesquels on peut se positionner parce que la difficulté moyenne est relativement accessible? Et à partir de là, quelle est la concurrence? Quelles sont les pages qui sont déjà positionnées? Combien de pages ils ont? Parce que même si Google positionne une page, c'est en fait le domaine, la force du domaine est quand même importante et de plus en plus. Quelle est la qualité des pages du domaine? Quel est le nombre de liens entrants? Et une fois qu'on a ces informations, on prend une décision qui est une décision qui va être, elle, effective, avec, si on fait un site de X liens de qualité, avec un profil qui doit correspondre à ce à quoi Google s'attend, mais ça c'est du référencement classique, avec X pages qui vont être toutes optimisées autour des thèmes qu'on a vus, et on peut aider, on peut, à partir des segments larges qu'on a vus, on peut redescendre, on peut resegmenter pour avoir tout un profil en cocon avec groupes, sous-groupes, sous-sous-groupes et des grappes de contenu, récupérer l'information aussi qui est faite par les concurrents, donc répliquer la structure qui fonctionne dans les yeux de Google et mettre en place un site à partir de zéro qui a de fortes chances de se positionner comme notre client ou nos clients s'attendent sur Google dans des conditions beaucoup plus faciles, beaucoup plus certaines que juste balancer du contenu en espérant que ça fonctionne. En fait, le nombre de sites qu'on regarde et on se rend compte qu'il n'y a aucune stratégie réellement, ni sémantique, ni de lien entrant, et donc aucun résultat. C'est juste hallucinant. C'est la raison pour laquelle on promeut cette technique, enfin, cette méthode, et avec des résultats qui sont excellents. En fait, les clients qu'on a sont contents, et nous aussi. Cyril, tu as des questions Non, est-ce que l'un ou l'autre a une question? On a été crystal clear. Pas de, pas de questions des uns des autres? Ok, eh ben, ok, je vois qu'on me répond en message privé. Si l'un ou l'autre d'entre vous veut creuser le sujet sur son site, son écosystème, ses concurrents. Parce que là, effectivement, on a vu des stratégies de positionnement, mais on peut aussi avoir des démarches ciblées. On nous dit, parfois, est-ce qu'il y a une demande sur tel sujet? On pense qu'il y a une attente de nos clients sur tel sujet. Est-ce que vous pouvez le vérifier? Par exemple, quand on a travaillé pour le ministère de l'Agriculture, sur les filières d'enseignement. Est-ce que le sujet public-privé, c'est vraiment important pour les parents? Est-ce que le côté pensionnat, pas pensionnat, c'est vraiment important pour les parents? Est-ce qu'il y a vraiment une attente de nos cibles sur tel sujet? On peut aussi avoir des approches extrêmement ciblées pour aller vérifier si un ressenti dans l'entreprise ou une information que des commerciaux, des techniciens peuvent relever sur le terrain sont confortés parce qu'on peut récupérer en ligne. Donc, on peut aussi avoir des démarches totalement ciblées. Donc, si l'un ou l'autre souhaite explorer davantage le sujet concernant son site ou ses sites, ses domaines, etc., je vous mets dans le chat un lien calendrier pour prendre rendez-vous. On a débloqué quelques créneaux la semaine prochaine avec Gaël. Et là, on pourra en live discuter plus spécifiquement de votre site, son état actuel, le potentiel. Ça aussi qui est intéressant, c'est que notamment, je reprends le cas récent sur cette marque de mode luxe accessoire. C'est quel est le potentiel? C'est-à-dire, on a pu clairement dire aux clients, quasiment quel chiffre d'affaires additionnel mensuel ils pouvaient aller. En fait, on a regardé tout simplement le prix moyen sur les sacs à main, le prix moyen des sacs à main de la gamme, le trafic qu'il pouvait aller chercher, la conversion qu'il connaît son taux de conversion. Et donc, on lui dit, voilà, si vous allez chercher
vous positionnez sur les sacs à main, on va cibler tant de demandes, on peut estimer avoir tant de trafic, le taux de conversion moyen du secteur, on l'a trouvé sur un blog, il est de X%. Le prix moyen du sac à main dans votre gamme, on allait voir sur le site et attend. Donc, on a pu dire aux clients, bah voilà, si vous allez aujourd'hui investir sur ce sujet, ce que vous pouvez espérer très clairement, c'est un chiffre d'affaires mensuel additionnel d'autant. Et donc, par rapport à ça, le directeur général sait très facilement s'il peut investir ou pas le sujet, en fonction de sa rentabilité, quel budget il peut mettre sur cette campagne. Et donc voilà, on a un peu plus une optimisation vraiment très, très significative du budget marketing, où c'est pas on dépense et on verra bien ce qui peut fonctionner, c'est on dépense en sachant précisément là où on peut aller, ce qu'on peut en obtenir. Voilà. Et juste Ouais. une chose que je voulais ajouter, ça peut aussi être dans le cas là, récent, enfin une étude qu'on est en train de faire pour un client, où ils ont une liste de 100, enfin de 200 mots-clés sur lesquels ils veulent positionner leurs produits, des mots-clés pertinents. Et pour eux, on a analysé pour chacun des 200 mots-clés la concurrence, donc le nombre de liens entrant sur les pages de la concurrence et du domaine. On a analysé le volume de la demande sur chacun de ces mots-clés, la difficulté, et on est en train de leur mettre en place un budget en termes de liens, d'achat de liens donc, et de rédaction, et un budget en termes de contenu, à la fois réécriture des pages de produits pour lesquels ils ont manifestement des problèmes qui ne sont pas positionnés sur Google, et création de contenu spécifique pour cibler des catégories plus larges qui correspondent à leur catégorie cible. C'est à nouveau dans le domaine du senior, c'est les dents familiales, ça va être maintien à domicile, perte d'autonomie. Donc à la fois un budget précis pour cibler des mots-clés précis. Donc on sait capable de dire voilà, il faut tel type de volume, etc. Et en parallèle, budget pour rentrer sur le marché plus générique par le biais de l'informationnel, l'objectif étant de pousser ces gens d'informationnel à acheter des produits en mettant des call to action dans le contenu de ces pages. Voilà. Cyril, à toi. Ok, bah merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont inscrits pour le replay, parce qu'on a eu plus de 80-90% des personnes inscrites qui sont venues pour le replay pour cause de vacances, réunions, congés, déplacements, etc. Et donc, vous recevrez tous, bien évidemment, comme vous l'avez demandé, soit par mail, soit par messagerie LinkedIn, un lien pour récupérer le replay de la vidéo pour ceux qui l'ont demandé, le support qu'on vous a envoyé, et pour ceux qui sont à distance aujourd'hui, le lien pour prendre un rendez-vous si vous voulez qu'on discute plus spécifiquement de votre site ou de vos sites. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des responsabilités internationales avec des sites dans différents pays. Donc, on peut tout à fait le faire. On l'a fait pour The Couples, on l'a fait pour BNP il y a quelques temps, on l'a fait pour d'autres marques de PME ou de TI. Tout ce qu'on fait là sur la France, on peut le faire sur différents marchés. Là, pour une autre entreprise dans le secteur de l'événementiel, ils ont une démarche internationale. Ils savent qu'ils veulent partir à l'international, mais est-ce qu'ils doivent privilégier les Émirats, le UK ou les États-Unis? À l'heure actuelle, ils ne savent absolument rien. Donc, ils ont bien évidemment une volonté en interne de se dire, bah, a priori, nous, on sent que tel marché, ce serait bien ou pas. Maintenant, online, est-ce qu'il faut qu'ils privilégient ou plutôt les US ou plutôt le UK ou plutôt les Émirats? Ils n'en savent absolument rien du tout. Et donc, on est en train de faire l'étude pour eux sur le lancement d'une nouvelle marque pour savoir si laquelle de ces trois zones il faut investir en priorité, comment le faire, sous quel angle attaquer et quel budget il va falloir mettre pour arriver à se positionner. Donc, on peut aussi tout à fait raisonner à l'international. C'est que la data, en fait, on déplace les curseurs d'un pays ou d'une zone géographique à l'autre, on récupère les mêmes données. On l'avait fait également il y a 2-3 ans pour un gros acteur du matériel de BTP sur le marché chinois. Donc, en fait, on a notre méthodologie, et Gaël a trouvé un Chinois bilingue anglais qui l'a briefé. Et là, donc, même sans parler chinois, on a pu le faire. Et l'étude
dont j'ai parlé tout à l'heure pour une PME qui se développait au niveau international. C'est moi qui avais piloté le dossier ce coup-là. Il y avait 15 pays et j'avais remonté des données en roumain, slovaque, enfin des langues que je ne maîtrise absolument pas. Et donc, mais c'est juste de la donnée que j'ai traitée. Et quand j'ai fait le débrief devant toute la direction européenne, moi, je ne comprenais absolument pas les données que je montrais aux directeurs commerciaux et DG des différents pays, notamment est-européens. Je ne parle pas du tout les langues, mais eux comprenaient très, très bien de quoi je parlais avec les données dans leur langue. Et moi, ça ne m'a pas du tout gêné de faire ça, parce que c'était juste de la data que je traitais. Et même si je ne comprenais pas la terminologie qui était utilisée, eux la comprenaient, étaient très contents d'avoir des insights dans leur langue. Voilà, donc on a vraiment aussi cette possibilité-là sur l'international. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.